Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le 59e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne, internationale, puisqu'il y a également les JO en ce moment. Et donc pour ce faire, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Jeff, Bonsoir à tout le monde. Alexis Bonsoir. et Camille. Guten Abend, messieurs. Alors, on est à l'aube de la reprise des principaux, quelques-uns des principaux championnats dans environ 2 semaines, globalement. Les principaux championnats reprendront. Actuellement, il y aura également quelques matchs de Super Coupe, soit Super Coupe d'Europe ou Super Coupe des autres champions, des divers championnats, entre le vainqueur de la coupe et le vainqueur du championnat, voire le premier et le deuxième s'il y a eu le vainqueur a gagné les deux. Il y a notamment eu récemment en Turquie, par exemple, la Super Coupe de Turquie. Il y a la Super Coupe de Turquie, la Super Coupe d'Europe ce sera bientôt, courant ce mois-ci également. En Italie c'est beaucoup plus tard, ce sera en 2025. À l'issue d'un petit championnat à 4, une nouvelle formule concoctée par nos penseurs ultimes italiens pour générer un max de fric. Mais et évidemment les matchs aussi des troisième tour de qualification pour les compétitions européennes. Lille sera confronté au Fenerbahçe. Lens sera confronté soit à l'Ajax ou à Panathinaikos. Donc ce sera pas facile également, ce sera pas facile pour Lens. C'est compliqué le problème. C'est ça, ce sera le Pana ou l'Ajax. C'est pour Lille aussi, Fener, ce sera pas facile aussi non plus, c'est faisable mais ce sera pas facile. Ce sera un bon petit morceau. Mais par contre s'ils arrivent à passer là, l'horizon se dégagera parce qu'ils affronteront soit le Young Boys de Berne, je vais te confirmer cela, c'est soit normalement soit les Young Boys de Berne ou Servette, si je ne me trompe pas, mais je vais te confirmer ça. Cyrus, on t'entend trop mal. Ah, est-ce que là c'est bon ou pas? Ah. Je ne comprenais pas la moitié de ce que tu dis. Qualification. Ah, donc par rapport aux qualifications, je disais que pour Lille, ce sera compliqué quand même contre le Fener, mais par contre s'il se qualifie donc en barrage au troisième tour, c'est ça, l'horizon normalement sera beaucoup plus dégagé puisque ce sera une équipe de moins gros standing que le Fener qu'ils prendront. Lens, eux, c'est le Pana ou l'Ajax. Ce sera difficile quand même, faisable mais difficile. Donc nous verrons bien. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où ils peuvent tomber contre Salzbourg, par exemple? Lille Ou Salzbourg, ou les Glasgow Rangers? ou Lens? Non, Lille. Ah, Lille. On parlait du Fenerbahçe aussi, mais non, je pensais qu'il parlait de Lille. Ah, voilà, c'est donc. Quand je regarde les équipes qui ont le troisième tour de qualification de Champions, Oui. il y a Lille qui tire le Fenerbahçe, mais ce qui reste encore à jouer, c'est Salzbourg qui tire contre Twente, C'est ça. c'est Glasgow Rangers qui joue contre Kiev, donc c'est un des gros matchs de ce troisième tour d'Italie. Ce sera soit le vainqueur de Slavia Prague contre Union Saint-Gilloise que Lille prendra. Ça va, c'est plus qu'abordable. C'est ça. Même s'il ne faut pas sous-estimer
ça, exactement. Donc il a eu Bertzel. C'est ça, exactement. Il est révélé là-bas. Il a confirmé, même s'il ralentit pas, il a montré de quoi il était capable. Donc le programme est quand même chargé pour nos équipes en Europe. Autrement, pour les équipes françaises, C'est cela exactement. Petit point JO également. Rapide, pourquoi? Parce que bon, on est actuellement aux demi-finales. Aux demi-finales, donc ce sera relativement court. Mais actuellement, donc l'Espagne, non, l'Espagne a pris sa revanche. Enfin, entre parenthèses, hein. L'Espagne a pris sa revanche sur le Maroc en gagnant 2-1. Malheureusement, le Maroc n'a pas su garder son avantage. C'était par contre un très bon match. Un très très bon match. Il y a eu une faute assez bête du gardien de PSG. Hélas. C'était quand même une faute assez bête qui a amené le penalty transformé. Par contre, voilà, l'Espagne a pu réussir à renverser la vapeur. Elle a réussi à renverser la vapeur, faire le nécessaire à la toute fin, réussir à gagner. C'est dommage pour le Maroc qui s'arrête une nouvelle fois. Enfin, là c'est le Maroc olympique, mais ça fait au moins 2 compétitions internationales dans lesquelles le Maroc s'incline. Du monde, c'était contre la France, là c'est contre l'Espagne. L'Espagne qui prend sa France, elle a été éliminée par le Maroc au du monde 2. Maroc qui jouera pour le bronze. Là actuellement la France contre l'Égypte. Toujours 0-0, hein, c'est la mi-temps. En cas de victoire française dans le match pour la 3e place, il y aura quoi qu'il arrive. Donc pour le match de la 3e place, si la France se qualifie, il y aura donc quoi qu'il arrive une médaille d'or, médaille de bronze pour une équipe africaine. Et si bien sûr l'Égypte gagne, là, il y a une médaille assurée qui sera au minimum en argent cette fois-ci. Mais très beau parcours très très beau parcours du Maroc. Franchement, ils ont une belle nouvelle génération, je trouve. En termes de jeunes joueurs, il y a plusieurs d'entre eux qui peuvent avoir un très bel avenir. Je pense à Richardson, à Ben Seguir, à Abdé également. Bon, Hakimi, l'ancien pépite du Barça, c'est ça, Aizé, transféré au Betis en 2023. Et il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Je pense que les leaders de cette équipe n'auront pas de mal à s'incorporer chez les A. Donc, c'est prometteur. C'est prometteur et à voir ce que ça va donner, hein, tout simplement. Mais en tout cas, le Maroc a une belle nouvelle génération qui arrive. Et c'est bien pour eux, d'autant plus que la prochaine Coupe d'Afrique est chez eux. Donc, pourquoi pas essayer d'incorporer certains d'entre eux déjà pour préparer cette future fête du football africain et faire que ce run-là, on va dire, dans lequel ils enchaînent les résultats positifs, se matérialise par un titre. Parce que ça serait dommage qu'au final, ils aillent très loin, mais que ça aboutisse pas sur un titre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Comme tu dis, l'équipe, l'Espagne, favori, mais si tu me demandes
falloir que la France Est-ce gagne. vraiment, voilà, est-ce étonnant ou est-ce une mauvaise chose de vouloir que son pays gagne? Surtout à domicile, ben non. Je ne peux pas espérer voir l'Italie décrocher l'Olympique. Il faut bien que je sois pour quelqu'un. Et sachant qu'il y a quelques très bons joueurs dans cette équipe française, ben, je les suis. C'est normal. Et on espère que Chichi arrivera à ramener l'or. C'est un peu sa mission. Ramène la médaille à la maison. Allez, Titi, allez. C'est ça, exactement. Ce qui est beau aussi, c'est de voir Alexandre Lacazette, qui a été tellement beaucoup écouté avec Léa, Le général. Oui. Ah, c'est ça, exactement. Et j'allais dire, peut-être que cette victoire française ouvrira la voie aux autres sports co, même si les volleyeurs sont également très bien placés, hein, et qu'au 3x3 aussi ça va, mais ça peut peut-être ouvrir la voie, je sais pas, à une handballeur, handballeuse, parce que les deux sont encore mobilisés, éventuellement nos basketteuses, basketteurs, ça va être compliqué pour les basketteurs, mais eux aussi, de faire un bon résultat sur ces JO, peut-être, ça peut ouvrir la voie. Wait and see. tu peux t'exprimer, Alexis aussi. Mais je sais, mais vous inquiétez pas, je vous écoute et j'interviendrai dès que j'aurai quelque chose Alexis, l'équipe de France joue. Que ce soit en Ligue des Champions, c'est gagné. Enfin, voilà. On est à domicile. Voilà, tout autre résultat qu'une finale serait quand même une très grosse déception, je trouve. Et même, je pense, la médaille d'argent, ce serait pas forcément. Et on espère que nos Français iront le plus loin possible, tout simplement. Hein. Mais de toute façon, il n'y a pas. C'est soit ils gagnent ce soir et ils sont en finale, et soit ils ne gagnent pas, ils pourront jouer encore pour la médaille de bronze, pour ce qu'on appelle la petite finale communément. Et puis ben s'ils se qualifient là contre l'Égypte, ben il y a une chance sur deux de ramener l'or. Ça sera finale, soit tu ramènes l'or, soit tu ramènes l'argent. C'est aussi simple que ça. Il y a encore 4 possibilités pour cette équipe de France. Ils seront au minimum 4e. Mais maintenant, il faut voir ce qu'ils font lors de cette demi-finale qui est en train de se jouer et où on est à la 50e pour l'instant. C'est ça, et toujours. Donc, au pire, on repart avec la médaille en chocolat, comme on dit. Et ce qui serait quand même assez dommage au vu de ce qu'ils ont proposé. Mais je les vois pas perdre là contre l'Égypte. Donc pour moi, si on perd même si on perd contre l'Égypte, je les vois pas perdre la petite finale. Je les vois pas
j'allais dire, rentrer sans oui. médaille, mais vu vu qu'ils jouent en France, je les vois pas terminer JO sans médaille. Donc pour moi, ça sera médaille de bronze pour au minimum médaille de bronze pour cette équipe de l'équipe de France. Est-ce qu'il serait une deuxième médaille, enfin il me semble, au moins une deuxième médaille olympique après 84. 84. Donc oui, en effet, ça serait une deuxième médaille olympique. Et bon, ben, ça serait 30 ans après, pile 30 ans après. 40. 40, oui, pardon, autant pour moi. Donc ça serait le compte serait rond et le compte serait bon pour nos bleus. Mais bon, évidemment, le but du jeu, c'est de ramener la petite breloque en or. Surtout à domicile. Surtout. Mais bon. Après, ça serait du coup, ça serait l'Espagne du coup, hein, n'est-ce pas, vu que ils se sont imposés contre le Maroc, c'est ça? Ça serait l'Espagne en finale? C'est ça, c'est l'Espagne, c'est ça, qui s'est imposé 2-1 contre le Maroc. Et France-Espagne en finale, ça ferait pas un beau pied de nez quand même à l'Euro? Oui, clairement, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Ça a de la gueule. Surtout si la France arrive à s'imposer, quoi. Oui, évidemment, parce que si on perd 2 fois en un mois contre l'Espagne,
quand on a tort, on a tort. C'est sa 5e finale olympique. Et donc 1 sur 4 pour l'instant pour l'Espagne. Et donc concernant la France, si on ne considère pas les JO de 1900 puisque c'était plus une sélection locale, on n'a pas de finale, on n'est jamais retourné en finale, hormis en 84 où on est allé en finale et on a gagné. Après, il me semble que la France c'est le pays des 50-50 puisqu'on a fait combien de finales d'Euro en finale. Ah non, quoique non. Finale d'Euro, on en a fait que 3, je crois. 2 victoires, 1 défaite. Par contre, c'est à la Coupe du Monde où on a 4 finales, 2 victoires, 2 finales. Il me semble. Confirme ça. Oui, c'est ça. Donc ils arrêtent de faire tellement de finales. C'est ça, c'est ça. Coupe du Monde, c'est ça, c'est 50-50, 2 victoires, 2 défaites. Donc en Europe, c'est 2 victoires et 1 défaite. Mais et sinon, les autres les confédérations, on n'a jamais perdu en finale. Et la finalissima, on l'a aussi gagné. La génération Platini l'a gagné également en 85. La génération Platini l'a gagné en 84. Et en 84, il y a aussi un certain France-Espagne. Et Donc, j'ai envie de dire que les France-Espagne n'étaient pas toujours à l'avantage de nos amis espagnols. en effet. Tout à fait d'accord avec cela. Mais en tout cas, on espère que la France ira en finale. De toute manière, s'il y a un changement de score pendant le podcast, on n'oubliera pas de le signaler. Mais en soi, on espère que aille en finale, aille au bout de cette aventure. Or, JO, donc non, Par contre, du coup, si les Français quand même du rêve, il faut commencer à caser parce que là, on est à l'heure du jeu et la casette dans les 18 mètres, presque à hauteur du point de pénalty, qui est une grosse occasion. c'est vrai que Il va falloir commencer à mettre la mire du côté français. Parce que les Égyptiens, on les connaît, il va falloir avoir plein de offensifs pour trouver la mire. pour les quelques matchs d'envergure hors JO, il y a eu la Super Coupe d'Italie, de Turquie. La Super Coupe de Turquie le 3, il y a 2 jours. Avec un grand Giro Immobile. C'est ça exactement, un grand tiro Immobilier, auteur d'un doublé. Bon, vous connaissez quand même le joueur. Il y a quand même un penalty dans l'histoire. Il aimait, hein, attention, il aimait. Mais il y a quand même un penalty. Il y a quand même un penalty dans l'histoire. Sinon, c'est pas Immobilier quand même. Mais il a fait un grand match pour permettre. Et qu'est-ce que je disais il y a 30 secondes? Excuse-moi, je reviens en direct. Qu'est-ce que je disais il y a 30 secondes? Va pas falloir laisser 15 millions d'occasions aux Égyptiens. Eh oui. Puisqu'ils Et viennent les voilà qui marquent. d'ouvrir la marque. Et donc, Les voilà qui marquent. Alors qu'il y a une minute, on a une énorme occasion avec
réel et fou, hein, toujours plus fou hein, de sa part. Il y a certains joueurs qui sont plus perméables, certains mecs qui sont plus performants que d'autres, hein, tout simplement, dans leur domaine, et lui, il en fait partie. Il en fait clairement partie. Donc, tu penses que le deuxième a passé 5 mètres, enfin il a tenté 3 fois passer à 6 mètres, il n'est pas passé, donc il est passé le deuxième et troisième à 5,95. Et ce qui est entre parenthèses, hein, parce que le nombre de médailles en lui-même est plus que satisfaisant, il est même excellent. Ce qui est dommage, c'est que on risque de ne pas être sur le podium, enfin, logiquement, hein, à cause, entre parenthèses, de l'athlétisme, puisque l'athlétisme, il y a de multiples épreuves, et c'est là où, notamment, que ce soit les USA, etc., risquent de nous mettre une grosse distance en termes de médailles, ce qui fait que ça va être compliqué d'aller chercher, je pense, la Chine et les USA. Mais bon, en termes de médailles, c'est très très bon. Et si vous regardez les médailles et que vous voyez que la France n'est que 4e, c'est parce qu'en saut de base, le classement est fait sur les médailles d'or, pas les médailles tout court. Sinon, les USA seraient premiers. C'est fait sur les médailles d'or. Donc c'est le pays qui a le plus de médailles d'or qui est automatiquement premier. Par exemple, l'Australie a plus de médailles d'or que la France, mais la France a 13 médailles de plus que l'Australie. Mais l'Australie est 3e parce que plus de médailles d'or. Précise, et c'est seulement s'il y a une égalité pour par exemple, la France et la Grande-Bretagne ont toutes deux 12 médailles d'or, mais la France a plus de médailles, donc elle est devant. Tout simplement. Il reste quand même pas mal d'épreuves, hein. De médailles en sport co à distribuer. C'est ça, c'est les sports co logiquement peuvent permettre de grappiller d'autres médailles. Après en or, on ne sait pas, mais oui, il y a bien évidemment qu'il y a beaucoup de chances de médailles dans les sports co. Ça, c'est sûr. Et hors JO, Alexis, c'était du moins la semaine dernière avec la rétrogradation de Bordeaux en National 2, c'est cela? Ouais, effectivement. Alors, je n'ai pas tout entendu ce que tu disais. J'ai indiqué que la semaine dernière, on s'était quitté sur le fait que Bordeaux était en national, enfin, allait être soit en national ou en national 2, donc là c'est la national 2. Est-ce que entre la semaine dernière et aujourd'hui, il y a eu du nouveau par rapport à la situation de Bordeaux? Mais par rapport à la semaine dernière, on va dire que oui, il y a quand même eu du nouveau, parce que lundi dernier, on était à la veille du passage devant le tribunal de commerce, qui a eu lieu mardi dernier, donc, et le tribunal de commerce a décidé que le club serait classé en redressement judiciaire et non pas en liquidation judiciaire. Donc ça, c'était déjà un point, on va dire, positif malgré tout. Jeudi, il y a eu le passage devant la DNCG et là, ça a un peu merdé, on va dire, parce que du coup, la DNCG a décidé de rétrograder donc, le club en National 2. Donc voilà. Mais sinon, entre jeudi et aujourd'hui, il n'y a pas eu de grosses nouvelles. Il y a juste eu le fait que depuis hier, je crois, hier ou samedi, le club a décidé, enfin c'est le club qui a décidé de faire appel,
Mais il faut savoir que du coup, c'est plus Lopez qui prend la décision principale. Il a un mandataire à côté de lui, donc qui a été nommé par le tribunal de commerce, et c'est les décisions aussi qui doivent passer par cette personne. Donc du coup, le club a décidé de faire appel. Comme je dis tout à l'heure, on n'a pas de date concernant l'appel. On a 15 jours du début du championnat, que ce soit de national ou de national. On n'a pas de stade, comme j'ai montré tout à l'heure. Lopez, les Girondins ont donc estimé dans leur budget que le loyer était de 0, parce que le DNCG ne peut pas accepter. Donc voilà, puis c'est pareil, je lisais un peu les infos qui sont tombées notamment aujourd'hui. Selon Sud-Ouest, il y avait 15 joueurs aujourd'hui à l'entraînement sous la houlette de Erwan Lanuzel. Erwan Lanuzel, c'était le coach de la Nationale 3, donc qui a été promu, que ce soit en National 2 ou pour la Nationale. Maintenant, il reste à savoir si on va continuer avec lui, mais il y avait 15 joueurs actuellement, 12 sous contrat et 3 en instance de départ. Je vais pas vous donner les noms parce que concrètement, il n'y en a aucun que vous connaîtrez. Les 3 seuls, que vous connaîtrez, moi, il y en a, sans mentir, il y en a 3, 4, 5, 6 que je connais sur 12, en sachant que les 6 autres, c'était de la nationale, ils viennent de la nationale 3. Et il y en a 3 joueurs en instance de départ, mais qui s'entraînent toujours à Bordeaux, à savoir Yohan Barbet, Vital Nsimba et Mathias Damorim, en sachant que tous les autres joueurs ont annoncé leur départ ces derniers jours. Donc voilà, on a actuellement 12 joueurs. C'est bien sûr trop peu pour une saison en nationale ou même en nationale 2. Donc voilà. Et c'est pareil aussi, on avait les possibilités de voir Bordeaux tout en sachant, de voir Bordeaux dans les groupes de National 2 dans lesquels ils pouvaient appartenir. Alors, il y a soit le groupe A ou soit le groupe B, en sachant que dans le groupe A, il y a le club de Gaulle, qui il me semble que c'est l'ancien Don-la-Duchère, qui a été relégué de national. Donc eux espèrent encore être repêchés en national, et à partir du moment où le club de Gaulle serait repêché en national, c'est je ne sais plus quel club qui prendrait la place de Gaulle, donc dans le groupe A, et il est possible que les Girondins du coup évoluent dans le groupe B, mais ce qui est également compliqué, c'est que New York, qui était en Ligue 2 il y a 2 ans et qui était tombé en national, aussi est passé devant la DNCG, qui lui a vu le club être relégué en régional 1, je crois, ou 2, je ne sais plus exactement. Donc eux seraient en régional 1 ou 2, et du coup ce seraient les Girondins qui passeraient dans le groupe B, en sachant que les équipes qui sont dans le groupe B, il y a l'équipe de Blois, de Bourges, Châteaubriand, c'est à 3 quarts d'heure à peu près de Nantes, Dinan-Léon, Granville, tout ça c'est Granville, c'est un club notamment qu'on connaît bien du côté de Bordeaux, parce qu'il nous avait sorti en Coupe de France il y a quelques années. On a c'est des clubs que j'ai jamais entendus, mais Locminé, Saint-Colomban, je suis désolé pour eux, mais je ne sais pas où c'est. Saumur, je sais à peu près. Saint-Malo aussi. On a Saint-Privé-Saint-Hilaire, je ne sais pas où c'est. On a Saint-Brieuc, on a Poitiers, Avranches. Et puis on a aussi des clubs pour le coup qui pourraient m'intéresser un peu plus. C'est des clubs de Vendée, en sachant qu'on aurait le Poiré-sur-Vie, qui est une ville pas très loin de La Roche-sur-Yon. On a un club que les supporters parisiens doivent bien connaître, avec les Herbiers, qu'ils avaient affronté en 2018 en finale de Coupe de France. Et on a La Roche Vendée Foot,
qui est monté de National 3 en National 2 et qui a déjà la vocation de devenir le premier club vendéen, qui a changé de nom. C'est mal vu, ça a été notamment mal vu en Vendée, parce qu'ils voulaient mettre d'abord le nom du département avant le nom du club, et ça a été vraiment mal vu par les autres clubs vendéens. Donc voilà, avec qui pourraient évoluer les Girondins la saison prochaine. Après, voilà, quand on sait qu'il va y avoir l'appel, ils peuvent être encore rétrogradés plus bas, que ce soit même en National 3, voire même en Régional 1, tout en sachant que la réserve des Girondins, qui est en National 3, qui a été repêchée en National 3, ne peut plus être reléguée. Donc s'il y a relégation, soit ce sera, ça restera en National 2, ou il est possible que ce soit encore plus bas, parce que les clubs ne peuvent pas avoir leur club professionnel et la réserve à une division d'intervalle, il me semble avoir lu. Donc voilà, on en saura plus dans les prochains jours, mais comme je disais tout à l'heure, on est à 15 jours du début du championnat. On n'a pas de joueurs, on n'a pas de stade, on n'a pas d'entraîneur, et surtout on n'a plus le temps. Donc voilà, c'est compliqué, ça va devenir compliqué. Voilà les infos que je pouvais donner du côté des Girondins. Merci de ces informations-là. Et de toute manière, s'il y a du nouveau, bon, en plus de ça, évidemment, il y a la fuite des talents des jeunes joueurs bordelais qui partent les uns après les autres. Après ça, c'est... Oui, pour répondre à ça, on a des jeunes qui sont convoités. On a Pedro Diaz, qui est clairement le meilleur bordelais de la saison passée, qui lui s'est engagé au Rayo Vallecano en Espagne. On a Clément Michelin qui devrait lui aussi aller en Espagne. Sinon, au niveau des jeunes talents, comme tu dis, on a Mathis Angeli qui lui, pour l'instant, on ne sait pas où il va aller. Là, qui avait joué plusieurs matchs la saison passée, lui a signé à Angers, avec notamment Jacques Ecomier. Donc, je vais pas dire ce que j'ai dit l'année dernière sur Jacques Ecomier, mais j'espère pour lui qu'il aura surtout le niveau de la Ligue 1. J'ai lu de la part des supporters en juin que s'il venait à Angers, c'était pas forcément pour être le titulaire au poste de latéral gauche. J'ai plus confiance en Bumla, à vrai dire, que Jacques Ecomier. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc voilà, pour l'instant, Mathis Angeli, on ne sait pas où il va aller. On a Matko Bokele aussi qui était là au même moment que Dylan Bakwa et Julien Mwanga, qui sont partis l'an passé à Strasbourg. Alors lui, on ne sait pas exactement où il va aller. On a entendu dire que le club de Saint-Etienne et de Toulouse serait sur lui. Il devrait rencontrer les dirigeants des deux équipes dans la semaine ou peut-être un tout petit peu plus tard, pour savoir où il va s'engager. Donc effectivement, tous les joueurs s'en vont, libres surtout. Dernier ce matin qui s'engage en deuxième division des Pays-Bas. Donc voilà, de toute façon on s'y attendait, qu'ils allaient partir libres. On savait qu'ils n'allaient pas évoluer en national. Donc voilà, moi je suis pas surpris de tous ces départs. Ceux qui restent, il va falloir croire en eux. Et voilà, c'est pour l'instant ce que j'avais à dire sur la situation bordelaise. Merci des infos. De toute façon, on présume bien que d'ici la reprise du championnat,
c'est-à-dire en environ de 2 semaines, ben ça va forcément beaucoup bouger entre les différents appels, entre le fait qu'il va falloir construire un effectif, avoir un staff, avoir un nouveau coach. Quid également, c'est vrai, comme tu l'as dit, de la situation de la réserve également par rapport à la situation des pros. Si nouvelle rétrogradation au-delà de la N2, comment faire, vu que, enfin, mais c'est ce qui est sûr, c'est que bon, on suit ça d'un peu plus près. On attendra tes informations, tes nouvelles informations, s'il s'avère que il y a à chaque fois du nouveau. Donc on n'hésitera pas à vous relayer l'information et à... Non, et puis si j'avais un dernier truc à rajouter, si je peux. Alors je dis que le championnat va débuter dans 15 jours. Effectivement, le championnat débute dans 15 jours. Maintenant, faut pas trop se leurrer. On sait que les Girondins ne débuteront pas dans 15 jours. Tant que pour l'instant, on ne sait déjà pas dans quelle division ils vont évoluer. Alors je pense que ce sera décidé avant déjà que les championnats débutent. Faut savoir que j'avais lu, mais ça a confirmé, qu'il est possible de reporter ces 2 premiers matchs de la saison. Alors je sais que c'est valable en national. Par contre, je ne sais pas si c'est valable en National 2. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas pour le coup. Mais c'est possible de reporter ces 2 premiers matchs et c'est même possible de reporter les 5 premiers. Donc, ça c'est à vérifier. Mais les 2 premiers, c'est quasiment sûr parce que ce show l'avait fait l'an passé. Donc, le temps de construire un effectif, d'avoir un coach, un stade, un staff. Il y a 15 jours avant le début du championnat, mais je pense qu'il faut au moins un mois pour avoir tout ça, et tout en sachant que dans un mois on est déjà début septembre et que début septembre, à part signer des joueurs libres, on pourra pas signer on pourra pas avoir des indemnités de transfert. Ouais. Moi, de mon côté, s'il y avait un seul truc à dire concernant la situation de Bordeaux, c'était pour le joueur bordelais qui est parti qui est reparti, je crois d'ailleurs en Espagne, parce il est espagnol, si je ne dis pas de bêtises. Diaz, c'est ça? Oui, il est espagnol, oui. Lui, je trouve vraiment c'est super dommage le fait que vous en tirez, enfin que en gros il parte libre, parce que pour le coup, lui, je pense qu'il y aurait facilement pu pouvoir tirer quelques millions. Il a quelques millions sur lui, et le fait qu'il le récupère gratuit, franchement, c'est une super affaire. Hein. Bon, pour eux, hein, vous malheureusement, voilà. Mais pour le coup, c'est vraiment dommage que malheureusement il parte libre, parce que lui, sur le coup, ça aurait vraiment été une valeur marchande, quoi. C'est sûr, je pense que c'est même le premier joueur qui aurait rapporté le plus d'argent aux Girondins, parce qu'on sait que David Ashvili a été vendu à Saint-Etienne. D'ailleurs, du coup, on remercie les Stéphanois pour cet achat, parce que malgré tout, ça a fait rentrer ces millions, non pas dans les caisses, mais on va dire dans les poches de Lopez. Voilà. Mais effectivement, oui, on serait restant en Ligue 2. Je pense que déjà, il voulait rester en Ligue 2, ça avait été annoncé qu'il voulait rester, il voulait au moins faire une nouvelle saison. Mais je pense qu'effectivement, s'il y avait eu un départ, je pense qu'on n'aurait pas été loin des 7-8 millions de transferts. Et légalisation française. Et j'allais dire, mon cher Cyrus, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Il t'a coupé l'herbe sous le pied. C'est ça. Tout comme Mateta a coupé l'herbe sous le pied du gardien égyptien pour ajouter son petit piqué. Et encore une passe décisive et un ballon décisif pour Michael Olise, le joueur du Bayern. Oui. Non, c'est Crystal Palace.
Et accessoirement joueur du Bayern, puisqu'il a bien signé son contrat. On la t'inquiète Ouais. pas. Eh bien. Et Mateta, l'ancien de Mayence. Ah, il est à Mayence. C'est ça, c'est ça. Mateta, oui, il a joué à Mayence 3 ans. Ah. Il est arrivé en quelle année à Crystal Palace? Récemment, ça veut dire? Quoique Mateta, il a quoi? Il a En 25-26 ans. 2021, je crois qu'il est arrivé à Crystal Ouais, Palace. déjà quand même. Ouais, ça fait. C'est Akuna son prénom, non? Ouais, C'est ça. C'est ça, exactement, oui. C'est exactement ça. Bon. À voir s'il n'y a pas un éventuel comeback en fin de match pour empêcher, entre parenthèses, la prolongation. À voir, du moins. Et la finale de basket qui vient d'être annoncée. Le 3x3. Oui. Ouais. France-Pays-Bas. Et du coup, je pense qu'on va faire une petite pause et après, je vais quand même encore parler de ce qui s'est passé en Bundesliga 2, vu qu'elle a repris ce week-end. Bien sûr. À tout de suite. Et là, tout de suite. Nous revoici pour la seconde partie de notre podcast dans lequel on parlera donc d'un des championnats qui a repris, lui, qui est la Bundesliga 2. Donc, Camille, je te laisse la main pour nous expliquer que s'est-il passé dans cette première journée, en sachant que je pense que tu as des informations positives à nous dire, notamment sur Schalke. Exact. Cette première journée de Bundesliga 2 a été en effet très rassurante. En tout cas, en ce qui s'agit de mes protégés des Königsblauen. Tout simplement parce que Schalke, pour cette première journée de Bundesliga 2 2024-2025, a collé la claque de la journée en mettant 5-1 à Braunschweig, à l'Eintracht Braunschweig, ou Brunswick, si on veut le dire en français, avec deux doublés de Moussa Silla et de l'homme fort de la saison dernière, Kenan Karaman, et un but de Thomas More. Braunschweig ayant mis seulement un but par Kevin Ehlers à la 32e minute. Et il faut dire ce qui est, Braunschweig a fait pas un match beaucoup plus mauvais que Schalke. Schalke, au niveau des statistiques, n'a pas été vraiment supérieur, dominant, je dirais, vu le score. Quand on regarde les statistiques de tirs cadrés, de possession, on est à 14-11, 8 tirs cadrés à 6, 56% de possession de balle pour les Knappen. Mais, tout simplement, il faut dire que Schalke a été plus réaliste et que les joueurs de Braunschweig sont tombés sur un Justin Ekern qui était en forme et qui a sorti quasiment tous les ballons de Braunschweig. Alors que son homonyme, Lennart Grill, n'a pas été en aussi grande réussite. Quand on regarde qu'on a mis 5 buts sur 8 tirs cadrés, ça veut dire que on a mis des buts plus la moitié du temps qu'on a tiré, quoi. Sur 8 buts, c'est quand même assez inquiétant. Sur 8 tirs, c'est quand même assez inquiétant pour la défense de Braunschweig. Après, c'est la première journée, mais quand je regarde qu'un Karaman est reparti sur les mêmes standards que l'année dernière, c'est bien. Moussa Silla, 2 buts, c'est bien. Donc, première rouste collée par Schalke, en espérant que ça tienne le rythme, en tout cas au niveau des victoires. Je ne demande pas 34 victoires, 5-1, il faut rester raisonnable, mais on démarre bien cette nouvelle saison. Peut-on espérer la montée en fin d'année?
pour moi, ça va être quand même compliqué. Mais on ne sait jamais au niveau de la Bundesliga 2 ce qu'il peut se passer. Contre, c'était pas 5-1 le score de cette journée. Le score de cette journée, c'était le 1-2. Et je dis bien 1-2 parce que c'était des victoires à l'extérieur. Par contre, on en a eu 3 des 1-2 des victoires à l'extérieur de 1. On a eu Hambourg qui s'est imposé 2-1 en ouverture du championnat sur la pelouse de Cologne. On a Paderborn qui allait gagner au Hertha Berlin sur le score également de 1. Et le troisième de 1, c'est un promu qu'il a encaissé, le SSV Ulm, qui remontait après plus de 20 ans dans les divisions inférieures et qui se sont inclinés sur leur pelouse face à Kaiserslautern, les Rote Teufel, les Diables Rouges de Kaiserslautern. Dans les autres rencontres, on a eu un des autres promus, Ratisbonne, le Jan Regensburg, qui s'est incliné sur la pelouse de Hanovre 2-0. Le troisième promu, c'est Münster, le Preußen Münster, qui a perdu 3-1 sur la pelouse du Greuther Fürth. Darmstadt a encaissé un 2-0 à domicile face à Düsseldorf. Düsseldorf qui était à 95% déjà monté après les matchs de barrage face à Bochum et qui s'est fait remonter un 3-0 au match aller pour finalement rester en deuxième div pour le Fortuna, mais ils sont là et ils ont envie de rebondir. Karlsruhe s'est imposé pour son début de saison à domicile 3-2 face à Nuremberg. Je parle de Karlsruhe car c'est le seul match où il y a eu un triplé d'un joueur qui a joué l'Euro, c'est le Géorgien Boudou, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, et Zivzivadze, qui a marqué les 3 buts du KSC. Le seul match nul de cette première journée, ça a été entre Magdebourg et le SC Elversberg. Donc on a pour l'instant déjà un joueur à 3 buts avec Zivzivadze de Karlsruhe. On a des Kenan Karaman et des Moussa Silla à 2 buts. Et autrement, c'est des joueurs à 1 but. La deuxième journée va déjà opposer des grosses équipes, entre guillemets, les unes aux autres, avec un Nuremberg-Schalke notamment un samedi. On aura Hambourg qui recevra le Hertha Berlin samedi en fin de journée. Et autrement, ça sera des équipes, soit des équipes un peu plus de bas de tableau, ou des grosses équipes qui recevront des équipes un peu moins notables, comme Kaiserslautern qui recevra le Greuther Fürth. On aura un match de bas de tableau entre Ratisbonne et Ulm. On aura Elversberg qui se déplacera qui recevra Cologne. Paderborn recevra Darmstadt. Braunschweig jouera à domicile face à Magdebourg. Düsseldorf recevra Karlsruhe. Et Hanovre se déplacera sur la pelouse du Preußen Münster. Et je vais encore donner du coup le classement, mais qui est vraiment, on va dire, anecdotique, parce qu'on a 8 équipes à 3 points. On a Schalke, Greuther Fürth, Düsseldorf, Hanovre, Karlsruhe, Hambourg, Kaiserslautern et Paderborn qui ont 3 points, sachant que Schalke est premier avec une différence de but de 4 avec leur raclée 5-1. On a Fürth, Düsseldorf et Hanovre qui ont une différence de plus 2 et les 4 suivants qui ont une différence de plus 1. On a Elversberg et Marburg du coup qui sont à 1 point avec 0-0. Et les autres équipes ont pour l'instant 0 point, que ça aille de
Nuremberg 11e à Braunschweig 18e et pour l'instant relégable Eintracht Lisbonne et Darmstadt serait en place de barragiste. Voilà pour les infos de la Bundesliga 2. Merci de ces informations. Alors l'Égypte s'en sort globalement bien. Elle aurait pu avoir un penalty sifflé contre elle, mais non, ça n'a pas été le cas, rechecké par la VAR d'ailleurs, et donc pour l'instant, on se dirige vers une prolongation. De toute façon, moi j'aurais trouvé ça dur de siffler pénaux. J'allais dire, j'aurais pris le pénal, mais je comprends qu'il ne se siffle pas. Oui. Je trouve que Badé fait quand même une faute sur le joueur égyptien, et ça aurait été dur de siffler, je trouve. C'est mon avis. Surtout que ça aurait fait parler Oui. avec des accusations d'arbitrage maison, tout ça. Évidemment. Bon. Là, il risque ces prochains jours de peut-être avoir un des plus gros transferts de cet été, celui de Julian Alvarez. Bon, c'est pas encore confirmé à 100%, mais Si, c'est fait. ça a été Par qui ça a été annulé du coup, affirmé du coup, Jeff? La page Gazeta Foot sur Facebook l'a annoncé il y a à peu près 1 heure. Pour un prix de 80 millions. Il faut voir si les autres personnes ou les autres médias peuvent confirmer ceci. Oui, évidemment. Mais je sais que généralement, à quelques publications près, quelques erreurs près, ça peut arriver à tout le monde. Mais Gazeta Foot est en général assez pertinente dans ses informations. Et donc, du coup, de l'annoncer, donc à voir. La source en question, je la connais pas. C'est une source Twitter, je crois, c'est Diarol, média argentin. Mais à voir, oui, que d'autres pages l'annoncent également. Mais a priori, ça serait fait. Parce que là, je n'ai ni sur les pages de City et je n'ai pas non plus sur Transfermarkt. Et j'ai pas non plus Fabrizio Romano qui aurait l'information. Oui, Diario Ole, comme tu dis, aurait annoncé il y a 12 minutes qu'il serait un joueur de l'Atlético Madrid. Mais ni l'Atlético Madrid ni City en parle actuellement. Donc, Oui, bien sûr. À voir avec des entre guillemets, ça serait fait, mais à voir avec d'autres que la nouvelle se partage par d'autres médias, et je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, ça pourrait être fait. Un jeune Argentin partant pour une somme assez grosse, bon, pas la même, hein, puisqu'on n'est plus allé aux mêmes époques, mais un jeune Argentin qui va très prometteur, qui part à l'Atlético Madrid. Moi, ça me rappelle quelqu'un qui a... Un jeune Argentin qui va à l'Atlético Madrid. Est-ce que tu penses à un joueur qui a fait le chemin inverse à l'époque? Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Parce que je peut-être de l'ex-gendre de Maradona. C'est ça, Kun. Je parle bien de lui. Du Kun Agüero. Est-ce qu'il vaut... Enfin, toute proportion gardée, bien évidemment, hein, ça reste différent, mais est-ce qu'ils n'ont pas dans un petit coin de leur tête ce parallèle-là, d'autant plus que Agüero n'était pas l'attaquant le plus grand. On sait qu'il avait déjà des facultés techniques bien au-dessus de la moyenne, ce qui bizarrement semble être également le cas pour Julian Alvarez. Un sens du but
quand même déjà assez affûtés. C'est quand même le cas de Julián Álvarez aussi. Et ça serait aussi le retour des attaquants sud-américains aussi. du côté de l'Atlético. Avec l'époque des années 2000, avec les Forlán, les Jackson Martinez, les Agüero, Falcao, exactement. Ouais, donc, pour le coup, s'il part là-bas, je sais, j'ai un bon pressentiment s'il part là-bas. Je sens qu'il pourra vraiment faire quelque chose de plus que positif. Je suis vraiment très très confiant. Et franchement, mais s'il va là-bas, moi je suis pressé de voir les derbys madrilènes. Parce que Alvarez contre Mbappé, ouais, ça va être quelque chose. Ça va être vraiment la guerre des mondes, quoi. Surtout que les deux sont affrontés avec la France et l'Argentine à plusieurs reprises. C'est ça exactement. Donc franchement, moi je suis curieux. Et le truc qu'il y a, c'est que Julián Álvarez, le gamin, il a 24 ans. Il a déjà tout gagné. Il a fini le game. C'est ça. Le gars, il a remporté la Première Ligue, remporté la Champions, remporté la Copa América, remporté le Ballon d'Or. Merci, au revoir. Coupe du Monde. Oui, Coupe du Monde. Après, rien ne dit qu'il ne gagnera pas le Ballon d'Or, mais on va dire que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Après, il faut pas oublier un truc, c'est que le mec, il joue depuis 2017-2018, hein, il a 24 ans. Le mec, ça fait 6 ans qu'il est pro, hein. Bah, c'est terminé. Oui, en effet. Après, il a véritablement commencé à avoir du temps de jeu qu'à partir de 2021. Sinon, il jouait quasiment pas. Et après, il a rejoint Manchester City en 2022-2023. Mais c'est vraiment 2021-2022 qu'il a pris son envol. Et ensuite, il a son rôle de super sub. Super sub à City. On peut comprendre qu'il souhaite prendre son envol. On peut le comprendre puisque il ne pourra jamais atteindre son plein potentiel en étant le remplaçant d'Haaland. Après, est-ce que Guardiola le laisse... Enfin, je pense qu'il le laissera pas. Je pense qu'il le laissera partir. Bon, il sera pas spécialement content, mais je pense qu'il le laissera quand même partir. Après, il va falloir qu'il assume parce que autant oui, il a que 24 ans et ça reste quand même relativement jeune pour un attaquant puisqu'on atteint sa pleine maturité footballistique plus tard, pas tout de suite. N'en déplaise aux Cristiano et Messi, ils n'ont pas atteint leur pleine maturité footballistique jeune, ils l'ont eu plus tard. Mais il a largement le temps de se développer, mais c'est vrai que se développer implique qu'il ait un temps de jeu, un grand temps de jeu régulier. Il aurait eu du temps de jeu à City, mais est-ce qu'il aurait eu 70-80 minutes? Non, parce que City ne joue pas avec deux attaquants. Et après, oui, Guardiola, on sait qu'il est capable de faire en sorte d'essayer de l'incorporer, mais globalement, il n'aurait pas pu avoir un temps de jeu qui lui permettrait du moins de pouvoir progresser. Là où à l'Atlético, surtout avec la perte de Morata, il y a véritablement quelque chose à faire. Et je pense qu'en plus,
il a vraiment le profil, lui, pour le coup, je pense, pour bien coller à la philosophie de Simeone. Et vraiment, s'il va à l'Atlético, je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment très positif à son égard et je sens qu'il va casser la baraque là-bas. Vraiment, il va s'amuser. Je le vois mal ne pas réussir là-bas. Contrairement à un Félix où les questions étaient légitimes à ce niveau-là parce qu'il semblait pas du tout collé. Mais pour Alvarez, je sais pas. J'ai un a priori très positif et je me dis, lui, ça va matcher. Clairement. Ce qui a failli matcher, c'est une tête française dans le but argentin. Eh oui. Ça a failli. Mais bon, toujours 1-1. Bon, l'Égypte est à 10 contre 11. Qui est à 10 contre 11. Bon, je suis quand même un peu assez étonné du fait que Henry n'ait toujours pas fait plus de changements que cela. Il en a fait un, mais qu'il n'en ait pas fait un peu plus, puisque bon, il a quand même de quoi faire quand même. Il a quelques solutions, notamment sur le banc. Pourquoi pas essayer d'apporter un peu plus de dynamisme, notamment avec un Cherki par exemple, ou Kalimundo. Enfin, à voir, hein, mais bon, ça m'étonne, ça serait étonnant s'il finit le match avec seulement un seul changement de fait. Ça serait quand même assez étonnant. On va voir ce que cela va donner, mais ça serait étonnant. Sinon, hormis cela, avez-vous d'autres informations, que ce soit info, mercato, concernant vos équipes et oui, les équipes que vous suivez ou d'autres infos diverses? Moi, je commence à être un petit peu désespéré de la tournure que prennent les événements avec Federico Chiesa à la Juventus, parce que on devait le vendre pour 80, après il valait 60. Là, au début de l'été, il partait pour 40. Là, ces derniers jours, il y a des rumeurs comme quoi il partirait pour 15 millions. On parle quand même d'un international italien, quand même confirmé, qui partirait pour 15 millions d'euros. C'est grotesque. Donc, non, je ne sais plus quoi penser là par rapport à ce transfert. 15 millions d'euros, je me dis, mais on va aller où là avec ça? C'est une blague, quoi, en fait. On vendrait Chiesa moins cher que Mati Soulé. Alors que le mec a fait une bonne demi-saison à Frosinone. Il y a un monde où il y a un échange avec Salamakers pour que Chiesa vienne chez nous en ailier droit. Non. Mais il y a vraiment un monde parce que je suis pas certain qu'au niveau salarial ça passerait. Parce que j'ai regardé tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, s'il n'y avait pas d'erreur sur quand j'ai regardé, Chiesa c'est 5 millions par an. Dans la mesure où tu dois déjà prolonger tes cadres, enfin au moins deux de tes cadres cette saison, je trouve pas que ce soit pertinent, même si
même si on avait un Chiesa qui pourrait revenir en forme et tout, ce serait génial pour Milan, mais c'est pas la priorité, je trouve. Chez nous non plus, clairement pas. Mais c'est vrai que Chiesa à 15... Enfin, autant, bon, on peut concevoir à la rigueur que Thiago Motta ne compte pas sur lui. Bon, je sais pas, peut-être qu'il juge qu'il n'est pas adapté. Enfin, ça, c'est les raisons qui incombent au coach. Par contre, il est vrai que c'est bizarre de... Je sais pas si c'est une stratégie de dévalorisation, mais ouais, le fait qu'il partirait pour aussi peu, c'est quand même assez étrange. Et je sais que l'Inter a l'œil sur lui. Est-ce qu'il part? Je ne suis pas sûr, moi perso, je ne suis pas sûr qu'il aille à l'Inter. Mais effectivement, l'Inter a l'œil sur lui. Quoi qu'il arrive, le club devra dégraisser avant de tenter quoi que ce soit sur lui. Mais l'Inter a l'œil sur lui. Normalement, à l'étranger, certaines écuries de PL avaient également l'œil sur lui. Je pense quand même que son dossier se décantera d'ici la fin du mois d'août. Je pense quand même que son dossier va se décanter. C'est pas un profil difficile à faire partir entre parenthèses. Mais il est vrai que c'est fou quand même qu'un international dans la pleine fleur de l'âge, oui d'accord il a des saisons difficiles, oui d'accord les blessures, mais on parle quand même d'un joueur offensivement parlant qui est le joueur italien qui est l'un des meilleurs joueurs italiens de ces dernières saisons. Et je me coupe parce que Mateta vient de signer un doublé et la France est passée devant l'Égypte, est en train de gagner 2-1. Et donc concernant Chiesa, pour finir avec lui, bah oui, ça reste quand même un international italien confirmé, très talentueux, dans la pleine force de l'âge. Et certes, il lui reste qu'un an de contrat, mais bon, 15 millions, ça semble quand même assez light pour lui. Un très bon prix s'il part chez un contender, que ce soit un Naples ou à l'Inter ou un joueur de son profil concrètement manque, assez dynamiteur, dribbleur, enfin ça manque clairement. C'est pas le style des attaquants présents à l'Inter. Il apporterait une variété à ce niveau-là, donc ça serait vraiment pas mal de pouvoir avoir une arme comme celle-ci. D'autant plus que Thuram peut aussi jouer sur le côté, et ensuite bon. Voilà. Et donc il y a des variations de système de jeu possibles en incluant Chiesa. Mais c'est assez bizarre vraiment de le mettre aussi fort de ce côté-là. Après, il n'y a pas que lui, hein. Il y a d'autres joueurs comme lui, McKennie, Kostic. Il me semble qu'il y a un autre défenseur, un autre joueur assez jeune de la Juve aussi également. Mais bon, c'est ce que veut Thiago Motta et c'est comme ça que la Juve semble aller. Mais pour l'instant, ok, la Juve veut dégraisser, veut faire partir des joueurs comme Chiesa, mais le secteur offensif de la Juve, est-ce que ça... Voilà, il y a plus grand monde en fait. C'est ça, et surtout je me dis, à l'instant T, du moins aujourd'hui, tu veux vendre Chiesa, t'as vendu Madia Soule, tu vas jouer avec quoi, Timothy Weah, mais tu vends Soule, tu gardes Weah, enfin je vois pas le gap, enfin je vois pas le gap positif d'avoir fait, de faire ça en fait. Je dis pas que Timothy Weah n'est pas bon, je dis à part si Motta a vu quelque chose qu'on n'aurait pas vu, mais moi en fait le problème que j'ai, c'est que on nous a dit les supporters de la Juve, on va vendre Chiesa parce qu'on a Soule.
Ils étaient là, c'est pas grave, on peut vendre Chiesa, on a Mathis Soulé. Et d'un coup, on a vendu Soulé. Ils étaient là, on vend Soulé parce que, maintenant ils sont là, on vend Soulé parce qu'on a Yildiz. Mais Yildiz, faut pas oublier un truc, c'est un gamin qui n'a même pas 20 ans, qui a fait quelques bonnes apparitions avec l'équipe première. Mais Yildiz, tout aussi prometteur qu'il est, il va pas porter le jeu de la Juve de une à lui tout seul, et de deux, il va peut-être pas faire tous les matchs de toute la saison. C'est pas un mec encore confirmé de 24-25 ans qui peut faire 50 matchs dans la saison. Donc faut arrêter les conneries au bout d'un moment et puis recruter quelqu'un, parce que il veut le mettre qui à la place? Philippe Kostic, hein? Ou on va prendre le jeune qui n'est plus si jeune que ça, Marley Ake. Ouais. Ou alors il veut tout simplement jouer sans ailier. Mais le problème c'est que dans les garçons qui doivent partir de la Juventus, il y a Mathis Soulé qui est parti, il y a Chiesa qui doit partir, il y a Milik qui doit partir, il y a Kostic qui doit partir. Bon, il reste déjà plus grand monde en fait. Il reste Dujan, il reste Yildiz, il reste Tim Weah, il reste encore 2-3 jeunes, mais voilà quoi. On a déjà fait quasiment le tour des mecs qui resteraient quoi. Donc au bout d'un moment, il faut quand même il faut des attaquants si tu veux jouer un jeu offensif. Exactement. Et là, prôner un jeu offensif, mais sans joueur offensif, tu vas faire comment? Tu vas mettre Bremer devant? Parce que Bremer a prolongé. Hein. C'est fait depuis ce matin ou hier soir. Et moi, quand je regarde, là, notre secteur offensif, ça va être Fagioli, ça va être Tim Weah, ça va être Marley Ake, ça va être Kenan Yildiz et ça va être Vlahovic. Si on vend Kostic, Milik et Chiesa. Voilà, ça sera les 4 là qu'on peut jouer offensif. Et surtout quand même. Autrement, c'est des 8 ou des 6 ou des défenseurs. Surtout, ce qui est quand même étrange, pas dans la volonté de vendre Chiesa, ça, comme je l'ai indiqué, bon, voilà, c'est que par rapport à Mathias Soulé, ben, la Juve est quand même sur plusieurs tableaux. Aura logiquement une saison quand même très longue. Hormis si Thiago Motta ne veut absolument pas jouer avec des ailiers, mais ça serait étonnant quand même parce que je n'ai, enfin, ça m'étonnerait, mais imaginons que ça soit le cas. Non, mais enfin, ça serait quand même étonnant, mais tu as besoin au minimum de 4 joueurs, enfin, tu as quand même besoin de 4 joueurs sur les côtés, parce que dans ce cas-là, si tu ne veux pas d'ailier, ben, un Timothy Weah, tu n'en veux pas, et il ne me semble pas que Weah ne soit pas dans le projet, du moins. Ce n'est pas... Enfin... Parce que là, j'ai l'effectif sous les yeux, hein, en tout cas sur mon Transfermarkt. On a entre les milieux droits, les milieux gauches, les ailiers gauches, les ailiers droits, les attaquants, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai compté dedans Marley Ake et Kenan Yildiz, qui n'ont pas vocation à être titulaires. Pour moi, les possibles titulaires, on a Tim Weah, Kostic, Chiesa, Yildiz,
Dusan et Milik. Parce que moi, Ça fait 6 garçons. à part si j'ai des trous de mémoire, il jouait beaucoup avec des mecs comme Endoy, des mecs comme Salmakers, des Orsolini qui naviguait entre plusieurs postes, mais il jouait également sur le côté. Bon, moi je considère Orsolini comme pas un pur ailier, mais un milieu offensif capable de pouvoir jouer sur les côtés. Mais il jouait avec des joueurs de côté, donc étonnant si d'un coup il dit à la Juve non, je ne joue pas avec des ailiers, puisqu'il le faisait avec C'est ça, Bologne. c'était son principe, quoi. Son principe, c'est ça. Donc je pars du principe où il y en a, qu'il va y en avoir. Après, pourquoi ne veut-il pas de Soulé? Bonne question. Et surtout, pourquoi le vendre à l'AS Roma, déjà? Enfin, hormis, est-ce que tu sais si dans ce deal-là, il y a une option de contre-rachat éventuellement? Pour Soulé, c'est-à-dire Pour que qui? je sais pas si vous souhaitez le reprendre, vous avez une option prioritaire ou sur, je sais pas, 20 000, ou vous avez... Non, ça a été une vente safe. D'accord. Alors peut-être que dans les arcanes, ça s'est dit que, mais en tout cas pas ce qui s'est sorti au grand public. D'accord. C'est toujours un bon truc à savoir de toute manière. Hein. J'aimerais bien qu'on ait une petite clause qui dit que s'il est pas bon dans 6 mois on peut le ramener. Mais c'est même Dovbik. Combien? 30,5 ouais. Mais mine de rien, voilà, la AS Roma fait un mercato assez intéressant, je trouve. Que ce soit par l'achat du meilleur, c'était le meilleur. Non, oui. Dovbik, c'était le meilleur buteur de La Liga. C'est ça, de la Liga l'année dernière, qui était très longtemps vu comme la future recrue de l'Atlético Madrid. Bon, ça s'est finalement pas fait. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne s'est pas fait. Donc, il a finalement atterri à Rome. C'est, je pense, quand même un très bon transfert. Vraiment un très bon transfert. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'impose pas en Serie A. Et du coup, surtout qu'il aura quand même des joueurs pour le nourrir. Donc, non, ça va être intéressant, surtout avec la philosophie intéressante de De Rossi. Non, ça va être pas mal, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Mais la AS Roma, je trouve qu'ils font quand même un mercato assez cohérent à ce niveau-là. Et surtout avec leur nouveau directeur technique. L'ancien de Lens et de Nice, Gisolfi. D'ailleurs, je viens de voir qu'il avait la double nationalité, Gisolfi, français et italienne. Ah, bon, après, je sais pas s'il y avait un véritable changement, par rapport à l'exercice de ses fonctions, mais ouais, c'est vrai. Même Enzo le fait, ça serait intéressant de voir ce qui va donner là-bas, vu que moi je suis pas un fervent supporter de Crisante, mais ouais, ce serait pas mal de savoir ce qu'il va donner également là-bas. Soulé, est-ce qu'il va exploser concrètement à la AS Roma aussi? Je pense qu'il y a des moyens qui fassent quelque chose, que ça marche assez bien. Mais c'est une des équipes qui travaille bien. Par contre, c'est bizarre. C'est vrai que je ne te l'avais pas dit, Camille, mais
moi je pensais quand même que Bongiorno serait allé à la Juve. Je sais pas, que la Juve se serait débrouillée Non, pour la voir. non, je le voyais pas venir chez nous. Ah oui? Non. Moi je me suis dit que vous allez, je sais pas, réussir à la voir pour 25 plus bonus. Et concrètement, sécuriser en gros la défense centrale avec lui et Bremer. Je sais pas pourquoi, mais je le voyais comme ça. Après bon, il va à Naples, c'est une bonne destination, très bonne destination pour lui. Pas de raison pour que, enfin, s'il écoute Conte, il va devenir un défenseur de classe mondiale. Mais ouais, moi je le voyais à la Juve. Je sais pas pourquoi je le voyais à la Juve faire un bon tandem avec Bremer. Ben oui. Bon, après, on a Gatti, donc ça va. Oui. Puis bon, vous avez déjà bien enrichi le Torino avec Bremer quand même. Ça a été un transfert un assez gros transfert. Posté encore 40 millions pour lui. C'est un très bon défenseur, attention, je dis pas que c'est trop, mais ça fait une certaine somme à donner au Torino au final, quasiment 80 millions, plus de 80 millions pour lui avoir pris deux de ses défenseurs en quelques années, ça fait beaucoup, ça aurait fait beaucoup. Bon, après, il aurait pas eu besoin de déménager en même temps. Aussi, en effet. En tout cas, moi, du côté de l'Inter, c'est assez... c'est un peu le calme plat. On est plus en attente de la... Enfin, hormis le renouvellement de Dumfries qui a été accepté et qu'il va signer à son retour de vacances. Calme plat. Opération dégraissage. Certains joueurs offensifs doivent partir pour éventuellement amorcer une action pour avoir un attaquant qui serait soit Gudmundsson ou éventuellement Chiesa. Mais sinon, rien à signaler. Ah oui, Carboni est parti de l'Inter en prêt à l'OM avec option d'achat et option de rachat direct. Donc une option d'achat à 36 millions plus une option de rachat par l'Inter de 40 millions. Il a pris l'avion, je pense qu'il est déjà arrivé à Marseille. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2029 et je te confirme qu'il arrive à Marseille, j'ai vu des images tout à l'heure. Et donc voilà, il va être en prêt pendant un an. Maintenant, je vais doublement le suivre parce que ça pourrait être doublement profitable, surtout s'il fait une très bonne saison à l'OM. Mais non, je n'ai personnellement pas vu l'intérêt de Rennes pour Pioli. Je savais pas. Et la France... C'est sorti, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais j'ai vu ça il y a peut-être une dizaine de jours. Je crois que c'est le nouveau directeur sportif de... Tu me dis, Jeff, si je dis une bêtise, mais le nouveau directeur sportif de Rennes qui était à Milan avant. C'est qui? T'as le nom? Massara. Ah, il est là, Massara, je savais pas. Il est à Rennes maintenant. Et il semble que Julien Stéphan pourrait être viré. Et ils auraient, je sais pas ce que ça vaut, hein, comme je dis, mais ils souhaiteraient faire venir Pioli. Quand tu dis tu sais pas ce que ça vaut, tu parles de l'information ou de Pioli? De l'information. Ça peut être les deux aussi. Non, je rigole. Non, Pioli, t'as quand même vu quelques matchs de Milan la saison dernière. Tu sais à peu près ce que ça vaut Pioli, quoi. Mais bon, pour un club comme Rennes, je me dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Disons qu'il n'aura pas une grosse pression, je pense, donc ouais, ça peut être pas mal. Mais je savais pas qu'il était là-bas, Massara. Je savais qu'il y avait l'ancien directeur général qui était
donc je sais plus dans à Saint-Étienne. Voilà, l'ancien directeur général de Milan qui était à Saint-Étienne, mais pour Massara, je savais pas du tout. C'était, oui, effectivement, le deuxième directeur avec Maldini à l'époque. Donc voilà, moi j'avais vu ça, je pensais que ça avait été mis sur notre discussion que ça avait été évoqué. Et finalement non. Bah non, franchement, ça me dit rien du tout. Même sur les réseaux, j'ai absolument rien vu à ce sujet-là. Rennes va jouer en 4-2-3-1, je pense. Hein. Ils ont dû lui vendre un maillot noir, ça va faire penser à Milan. On peut par contre évoquer le 3e but français. Par Olysée. Là, face à l'Égypte. Le but de Michael Olysée. Qui est encore une fois en train de marcher sur ses genoux. Et Français qui dans l'extra time mène à son 11e minute 3-1 du coup. C'est ça. La voie royale vers les finales de JO. C'est parfait. Scénario rêvé, c'est parfait. Égypte à 10. Espagnol, here we come. C'est ça. Espérons donc que la France, elle est bien partie pour, mais espérons qu'ils arrivent à valider cela et que l'Espagne perde une nouvelle fois une finale. Hein, c'est tout ce que l'on souhaite. Tout ce que l'on souhaite. Mais par contre, concernant l'info sur l'intérêt pour Pioli, quelle est la logique d'attendre le début quasiment le début de championnat pour virer un entraîneur? C'est quand même assez bizarre comme concept. C'est ce qu'ils ont fait à Strasbourg. Ils ont fait à Strasbourg en verra on dira. Dans quel but, je ne sais pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le départ de Scafandre. Donc ça n'a pas l'air terrible l'ambiance là-bas, on va dire. Après, par rapport à Vieira, ce ne serait pas parce qu'il ne faisait pas assez jouer les recrues de Chelsea? Enfin, les jeunes venant de Chelsea? Je sais pas, puis j'ai cru comprendre qu'il souhaitait à des joueurs un peu plus expérimentés que le projet qu'il leur avait vendu. Et visiblement ça n'a pas plu au propriétaire, donc il a été viré. Ils ont pris un entraîneur personnellement je connais pas du tout, donc à voir ce que ça va donner, mais je sais pas. Parce que le problème c'est ça, c'est que maintenant ils sont un peu tributaires puisqu'il y a il y a un certain nombre de mouvements entre Chelsea et Strasbourg. Enfin, déjà quand tu vois l'effectif de Chelsea, c'est je sais même pas quoi dire. Tu vois 8 gardiens, je ne sais combien de défenseurs, 12 ou 15 défenseurs, je ne sais combien de milieux. Là pour le coup on est vraiment je veux bien concevoir qu'on soit dans un football où la PL a beaucoup de moyens et tout, etc. Mais je pense qu'on perd en fait la notion de sport avec ce que Chelsea est en train de faire, je trouve. Parce que tu balances 30 millions, 40 millions, 50 millions, tu balances des sommes sur des joueurs, ils jouent pas, tu en mets tu en mets 2, 3 chez un de tes clubs filiales A, d'autres 2, 3 chez un de tes clubs filiales B, là je sais pas en fait à quoi on joue, mais je sais pas si véritablement on est dans du foot quoi. Là aujourd'hui à l'instant T, Chelsea par exemple a 8 gardiens.
Enfin, enfin, je comprends pas, je vois pas spécialement la logique ni le concept. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas leur mouvement, je comprends pas le but chez eux. Enfin, quand tu vois ce que Chelsea a acheté et a acheté comme joueur, et tu vois déjà le nombre de joueurs qu'ils ont. Enfin, franchement, c'est bizarre. C'est incompréhensible. C'est pas bizarre, c'est incompréhensible. Et même quand tu regardes la balance des arrivées départ et les prix, des fois tu te poses des questions. Je dis quelque chose de tout simple. Il y a un joueur qui s'appelle Omari Hutchinson qui joue actuellement à Ipswich, qui est en Championship en D2 anglaise. Il a donc été bon l'année dernière à Ipswich, hein. Il a été très bon. Il est quand même parti pour 24 millions. Il est coté à 7 hein, sur Transfermarkt. T'as Hall Lewis qui a été prêté l'année dernière également par Chelsea à Newcastle. Il a fait une vingtaine de matchs. Il est parti pour 34 millions. Enfin, je veux bien entendre que il y a une augmentation au terme de prix, mais enfin, je sais pas, aujourd'hui un joueur qui est en Championship peut valoir 25, 26, 30 millions. D'accord. Et que ça pose pas de questions et que c'est normal, bon. Je sais pas dans quel football on est, mais là, ça devient quand même assez exagéré, tout de même. Et je me suis trompé, ce n'est pas 8, c'est 6 gardiens pour l'instant du côté de Chelsea. Non, 7 je crois, puisqu'ils ont peut-être oublié Jorgen. Est-ce que Jorgensen il est appliqué? Ah oui, c'est ça, c'est 6 gardiens. T'as Robert Sanchez qui a été acheté. T'as Petrovic qui a été récemment également acheté. Du coup maintenant t'as aussi Jorgensen et bon Bettinelli qui est là pour faire concrètement le nombre, hein. Je pense aussi c'est par rapport peut-être au quota. Et t'as Bergstrom qui est entre parenthèses formé au club. Pareil pour enfin, pas pareil, mais t'as Eddie Beach aussi, enfin voilà. Puis après bon, le nombre de défenseurs, de milieu de terrain et d'attaquants, ça frise le ridicule. Mais ouais, c'est un effectif vraiment trop chargé. Tout simplement. Et pour l'anecdote, les propriétaires de Chelsea, donc le Bluco, à l'époque souhaitaient racheter les Girondins, c'était en début d'année 2023. Ils s'étaient déplacés au Hayan pour visiter les infrastructures et tout ça. Mais ça s'était pas fait. Après, bon, je sais pas si, vu la politique de Strasbourg, ça t'aurait plu que Bordeaux devienne comme cela.
Bon. On serait toujours en vie, j'ai envie de te dire. Après, oui, c'est ça. En effet, en termes d'argent, il n'y aurait pas eu de problème. Après, quand on voit 3 qui, bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres, 3 qui devaient manger une double descente, là, ben, ils sont en Ligue 2. Mais quand on voit 3 qui effectivement n'a pas de problème pour vivre, mais le souci est que maintenant, ben, c'est l'un des clubs joués du City Group. Pareil pour Strasbourg. À long terme, ça risque, je pense, de un peu exaspérer les supporters. Je pense que, à l'usure, ça va, je pense, exaspérer les supporters du fait que t'es plus concrètement de contrôle sur les ambitions. Enfin, même si tu ne peux pas techniquement avoir le contrôle sur les ambitions, mais ce qu'on veut dire, ce que je voulais dire par là, c'était que si tu fais une bonne année, c'est bien. Mais si tu finis dans le ventre mou, ou t'es proche de la relégation, ou t'es relégué, on s'en fout parce qu'on sait que l'argent est là et qu'en fait, on va juste remettre la main au pot et puis voilà. Je pense que ça va tendre à un moment donné les supporters et voilà quoi. Donc bon. Après, c'est toujours mieux d'être dans une division supérieure, c'est vrai. Mais bon. Si c'est au détriment des ambitions de l'équipe, ça peut être dommage. Et même c'est dommage. Et c'est surtout ça. On serait en vie, mais dans quel état surtout? Ce serait peut-être mieux, mais bon, ce serait, si c'est pour être dans le même état que Strasbourg, c'est un peu compliqué. Maintenant, je préfère être dans le même état que Strasbourg à l'heure actuelle, oui. Dans l'état des Girondins. Évidemment. Évidemment que là, aujourd'hui, être en Ligue 1, c'est quand même mieux. Personne ne dira le contraire. C'est juste que par rapport à Strasbourg, c'est l'après. Parce que, mine de rien, ils se sont dépatouillés, ils ont tout fait pour pouvoir retrouver le monde professionnel. Et malheureusement, quelques années après, ils se retrouvent à être... pardonnez-moi l'expression, mais moi, c'est ma pensée, c'est le club chien d'un autre, quoi. Quand ça va, c'est pas très vulgaire, parce que moi j'ai vu des termes, on n'a pas envie d'être la poubelle à l'époque, enfin, pour l'instant c'est pas exactement où ça en est encore, mais on n'a pas forcément envie d'être la poubelle de Liverpool ou la poubelle de Chelsea, ouais, quoi, c'est poubelle, je pense, c'est pas le bon terme. On pourrait dire centre de formation à ciel ouvert, voilà. C'est ça, c'est, je pense, le terme plus approprié. Si on ne veut pas être un centre de formation d'un autre club, en fait, tout simplement, parce que bon, c'est ce qui est en train de devenir Strasbourg, où Chelsea a envoyé plusieurs de leurs jeunes. Je crois, celui dont j'ai en tête, c'est Angelo, qui est prêté là-bas, encore une fois cette saison, et il y aura d'autres joueurs qui vont être prêtés là-bas. Enfin, voilà quoi. Ils finissent 13e, ils s'en foutent. C'est pas grave tant que les... C'est pas André Santos qui est prêté là-bas? Attends. Je vais te dire ça. Si, c'est Santos. C'est André Santos, je crois qu'il s'appelle. Ah, Angelo, il a pas été reprêté parce que je sais qu'Angelo, il était prêté à Strasbourg. Et ouais, enfin, tu te dis, le mec... Bon, d'ailleurs, André Santos a pas beaucoup joué, mais bon, parce qu'il est venu en cours de saison, mais je pense qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu l'année prochaine. Et de toute façon... ils n'auront pas le choix. Il n'aura pas le choix, le coach de Strasbourg. Après, à voir s'il n'y aura pas d'autres joueurs qui vont arriver à Strasbourg. D'ailleurs, je vais regarder les mouvements de Strasbourg pour voir ce que ça donne. Ok. Retour de prêt. Angelo, retour de prêt. Ouais, ça fait pas beaucoup. Hein. Il n'y a qu'un seul...
Il n'y a qu'une seule arrivée. Ah, Doué, il a été acheté par Strasbourg. Ok. Je pensais que c'était Chelsea et après pré-Strasbourg. D'accord. Donc le frère de Désiré a été acheté directement par Strasbourg. Intéressant. Très intéressant ça. Bon, très intéressant. Mais bon. Mais après, c'est vrai que ce sujet-là de la multipropriété, ça peut être aussi un sujet clairement de podcast. Tant quand t'es comme Lyon par exemple, dans le haut du panier, dans la multipropriété, c'est que toi t'es le club numéro 1. Et dans le cas où t'es dans l'organigramme, un Gérone, un Strasbourg ou voilà, ce type de club là, ou un Lorient, parce qu'il me semble que Lorient aussi le propriétaire du club de Lorient, c'est aussi le propriétaire d'un club de PL, je crois que c'est Bournemouth, si je me trompe pas. Oui. De comprendre, voir ce qu'il en est, etc. Parce que ça peut être très intéressant aussi de juger sur ces deux points de vue-là, éventuellement si on comprend ou on est d'accord ou pas d'accord, parce que c'est deux situations complètement différentes, deux manières de penser également différentes. Donc voilà, ce serait, je pense, un sujet assez intéressant à traiter. Et donc la France vient officiellement de se qualifier pour la finale des JO. Et si personne n'a actuellement d'éléments à indiquer, on peut moi ça sera tout. On peut Ouais, pareil. rendre l'antenne et se donner rendez-vous à la semaine prochaine. Exactement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine, bonne soirée. Ciao, ciao. Salut.